20h30, on va plus loin avec Marie-Roger Biloa, présidente du groupe africain international Média. Bonjour Marie-Roger. Bonjour. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour, au sommaire, l'armée israélienne dit agir avec force dans le sud de Gaza où les premiers chars israéliens sont entrés en direction de la principale ville Khan Younes, visée par des bombardements. La Croix-Rouge dénonce les souffrances, je cite, intolérables des Gazaouis. Il assure avoir agi seul et en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Le suspect arrêté après l'attaque au couteau samedi soir à Paris assume son geste. Le chancelier allemand Olaf Scholz se dit bouleversé par la mort d'un touriste allemand. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est là qu'avaient trouvé refuge des centaines de milliers de Palestiniens fuyant les bombardements au nord. Les chars israéliens sont entrés par dizaines dans le sud de l'enclave palestinienne. La principale ville, Khan Younes, est la cible des bombardements. Voyez les images montées et commentées par Agnès Varamian, Soufiane Yassine et Lucas de Villepin. L'exode à nouveau pour des milliers d'habitants de Gaza, en charrette ou portant à bout de bras les sacs de la famille. Des départs précipités après que ces immeubles du quartier Ahmad, au nord de Khan Younes, aient été bombardés. Ils ont commencé à tirer sur les immeubles. On s'est enfui à pied, on n'a pas de voiture. On se dirige vers le sud, à Rafah. Depuis la reprise des combats, l'armée israélienne demande aux habitants de certains quartiers d'évacuer avant qu'elle ne bombarde. Gaza a été divisée en secteurs, avec chacun un numéro. On a reçu un message pour nous dire que les secteurs 44 et 45 devaient évacuer. Nous étions dans le 45. Ma femme, mes enfants avaient très peur. On était obligés de partir. Mais à Rafah, où ces déplacés se dirigent, l'armée israélienne a aussi frappé. Un immense cratère et des dizaines de morts et de blessés hier. Rafah, ville où s'entassent les habitants dans des conditions sanitaires catastrophiques. Nos centres sont archi pleins. Des gens dorment par terre ou certains arrivés plus tôt en voiture peuvent dormir dans leur véhicule. L'armée israélienne poursuit son offensive terrestre dans cette zone du sud surpeuplée, à la poursuite des dirigeants du Hamas qu'elle entend éliminer. Et avec nous, pour France 24, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes en direct de Jérusalem. On vous voit. Quels objectifs cherche à atteindre l'armée israélienne aujourd'hui ? Oh bien, ça a été rappelé par Agnès Varamian. C'est pour l'éradication du Hamas, au moins de la branche militaire du mouvement islamiste. Alors, on le sait depuis le début de l'opération terrestre, elle sur le nord de la bande de Gaza, qui est considérée par ça comme le centre opérationnel du mouvement islamiste. Et désormais, c'est le sud qui vous entendre, on va revenir vers vous dans un instant lorsque nous aurons rétabli la liaison sonore qui n'est pas de suffisamment bonne qualité pour vous entendre de manière intelligible. Marie-Roger, que peut légitimement viser Tsahal dans le sud de Gaza? On pense évidemment à l'élimination des principaux dirigeants du Hamas, le chef du bureau politique notamment, qui a été d'ailleurs depuis un moment ciblé, également celui des brigades des Edim Al-Qassam. Est-ce qu'il y aurait donc Yahya Sinwar et Mohamed Deif pour ne pas les nommer, mais est-ce qu'il concrètement l'armée israélienne peut envisager d'autres cibles? Vous savez, Raphaël, la semaine dernière est décédé Kissinger, un grand diplomate, et il a dit une chose qui est tout à fait à propos, là, à propos du Vietnam, qu'ils avaient perdu la guerre parce qu'ils n'étaient pas très clairs sur les objectifs. C'est exactement ce qu'on voit là, parce que si Tsahal nous dit, Tsahal, bon, c'est l'instrument, mais le gouvernement israélien nous dit que l'objectif, c'est d'éradiquer le Hamas. Je n'ai vu nulle part, parmi toutes les analyses qu'on a vues, personne qui dit que c'est un objectif atteignable. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire éradiquer le Hamas? Comment va se présenter la victoire? Quels sont les critères de réussite? Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est
les Palestiniens qui sont déplacés du nord vers le sud. Et en plus, on leur dit maintenant, allez de nouveau vers une autre direction. Des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont déplacés et qui sont... les bombardements ont repris et on ne sait pas à partir de combien de morts civiles la société internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, va dire stop. Donc là, si on dit on va décapiter le Hamas, est-ce que ça vaut le coup de tuer les civils de cette manière indistinctement? Et j'ai vu quelque chose qui était assez drôle. Enfin, drôle, c'était macabre, parce que l'armée israélienne annonce qu'ils ont envoyé des flyers, ils ont diffusé des flyers dans la population. Et sur les flyers, on leur dit « déplacez-vous » et il y a un QR code où on dit « vous le scannez et vous verrez ». On a quadrillé une partie de la bande de Gaza et vous verrez là où vous pouvez aller. D'abord, est-ce que les gens... On a coupé l'électricité depuis 2 mois, comme on sait, en fait, depuis le début. Et comment les gens vont se déplacer, comment ça peut marcher. Donc, ça ressemble à une farce ou alors une façon de faire semblant d'écouter les injonctions qui viennent de partout, qu'il faut ménager les civils. Mais ils n'en ont pas du tout l'intention. Alors les injonctions, justement, c'est intéressant parce que c'est précisément ce que réclamait la semaine dernière Anthony Blinken. Jeudi dernier, lors de sa dernière visite sur place, il voulait des zones de sécurité pour les civils. Donc il l'affirmait, c'était à la veille de la reprise des hostilités, on ne le savait pas encore, par l'armée israélienne, puisqu'on s'attendait peut-être à une reconduction encore de la trêve. Et Anthony Blinken disait, les États-Unis ne sont pas formellement opposés à une reprise de l'opération terrestre, mais à la condition qu'Israël sache préserver des zones sûres pour les civils. Est-ce toujours le cas ou en est-ce fini aujourd'hui de la phase où, on s'en souvient, l'armée israélienne alertait les civils pour qu'ils quittent les zones bombardées dans le nord, plus au sud? Et là maintenant, on est au sud, Gauthier Rybinski. Oui, c'est là que c'est compliqué à plusieurs titres. Le premier échelon, c'est de voir comment les Américains, précisément, disent, devant l'ampleur de la chose, ou malgré l'ampleur de la chose, il faut trouver une solution pour que, si l'objectif est effectivement d'éradiquer le Hamas, ça soit possible, mais que par ailleurs, ça ne soit pas les civils qui en fassent les frais. Bon, d'abord, les États-Unis, au départ, souvenons-nous-en, ont dit aux Israéliens, allez-y, vengez-vous. Et après, ils ont dit, ah, attention, non, ça va pas. Bon, alors là, c'est aussi compliqué. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que, si vous voulez, à quoi effectivement peut croire Israël? Israël peut croire à la toute-puissance de la chose militaire. On croit effectivement que la chose militaire est capable d'anéantir, par exemple, un régime. Et oui, ça a été le cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, d'une manière telle que qui aurait envie de revivre ça? Mais ça a été possible. Bien. Mais dans ce cas-là, si on n'envisage pas cette solution, qu'est-ce qui est envisagé? Éradiquer le Hamas, alors que précisément on fabrique des martyrs, eh ben, on le fait survivre. Et si on veut vraiment l'éradiquer, comment se fait-il à ce moment-là qu'on pousse l'ensemble de la population vers le sud, avec le Hamas y compris? C'est-à-dire qu'Israël se met dans la condition idéale, entre guillemets, pour ne plus pouvoir faire de distinction, aucune, entre des civils et entre des militaires. Deux choses, donc, très rapidement, deux choses. La première, c'est que, est-ce que l'idée d'Israël, et on serait tenté de le croire quand on écoute les porte-voix de Netanyahou, ou Netanyahou qui se sert de porte-voix, peu importe, mais qui disent, l'idée, c'est de vider Gaza de ses habitants palestiniens, et donc de faire en sorte que cette place soit vide. Ça, c'est la première hypothèse. Et puis la deuxième hypothèse, c'est quand vous entendez toujours les mêmes personnages qui vous racontent que finalement il n'y a pas de civils innocents à Gaza, je veux bien croire qu'il y a des civils qui soient totalement complices du Hamas. Oui, c'est vrai. Mais sont-ils tous complices du Hamas? Non. Et donc, si vous voulez, quand on arrive à ce genre de généralisation, effectivement, on se met dans une position où il n'est plus possible de faire le distinguo. Alors, on a récupéré Stéphane Amar. Stéphane, deux questions. D'abord, le commandant du corps blindé israélien, le général Hicham Ibrahim, a déclaré que l'opération dans le nord de la bande de Gaza était sur le point de se terminer. Concrètement, est-ce qu'on sait ce qu'a obtenu l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza, vidée d'une partie de ses habitants, en termes de victoire militaire ou en tout cas de certitude par rapport à cette opération? Et quels objectifs, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, vise-t-elle à présent dans le sud et notamment à Khan Younes?
Alors évidemment, il faut être très humble puisque le territoire, vous le savez, est interdit d'accès aux journalistes étrangers. Il faut donc se fier d'un côté aux déclarations des porte-parole de l'armée israélienne, de l'autre côté aux déclarations des responsables du Hamas, jugées avec les images que l'on peut bien... celles qu'ont pu faire les quelques journalistes qui ont été pris en charge par l'armée israélienne. Ce qui paraît toutefois évident, c'est qu'il y a des centaines, peut-être même des milliers de militants du Hamas qui ont été tués par l'armée israélienne, parmi eux des chefs de grande importance, en tout cas parmi eux des organisateurs des massacres du 7 octobre. Donc c'est un résultat pour l'armée israélienne. Mais d'un autre côté, on constate que le Hamas continue de faire des morts parmi les soldats israéliens et qu'aujourd'hui même encore, il parvient à lancer des roquettes vers le cœur du territoire israélien, vers des villes comme Tel Aviv, Rishon LeZion, etc. Donc on peut dire que cette opération militaire israélienne n'est pas arrivée à son objectif, c'est-à-dire l'éradication du Hamas dans la bande de Gaza. Ça interroge aussi Stéphane à présent sur le sort qui peut être réservé aux otages maintenant qu'Israël a repris son offensive terrestre. Alors oui, il y a un grand discours du côté des israélien. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui a reçu des familles d'otages, leur a dit en substance: pour obtenir désormais la libération des otages, nous ne passerons plus par la négociation par l'intermédiaire du Qatar, des États-Unis, comme ça a été fait pour la libération de ces femmes et de ces enfants. Maintenant, il reste, on estime, 120 otages vivants entre les mains du Hamas, mais nous tenterons d'obtenir cette libération par la force, c'est-à-dire en mettant le Hamas sous pression, voire c'est ce qu'espère aussi une bonne partie de l'opinion israélienne, d'obtenir leur libération par un coup de force, par des commandos israéliens de Tsahal qui parviendraient à libérer les otages. Mais en tout cas, il n'est plus question pour l'instant de trêve, d'autant qu'on apprend régulièrement que certains de ces otages ont été purement et simplement assassinés par le Hamas après avoir été kidnappés. Donc pour l'instant, le seul discours qui est tenu, c'est un discours martial de dire il faut continuer à tout prix cette opération, aller au bout, et nous obtiendrons peut-être ou pas la libération des otages. Merci Stéphane Amar, avec nous en direct de Jérusalem. Et pendant que nous parlons, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, lui aussi s'exprime. Et il dit notamment que trop de civils innocents sont morts dans ce conflit à Gaza. Le signe que décidément pour les États-Unis, eh bien on s'impatiente, on fait confiance, dit-il toujours, aux Israéliens pour respecter ces zones dans lesquelles il ne doit pas y avoir de bombardement. Mais pour autant, on s'inquiète du nombre trop élevé de victimes civiles. Et parmi ces victimes, il pourrait y avoir donc aussi les otages. Marie-Roger, en reprenant l'offensive terrestre au sud, est-ce que vous considérez que le gouvernement israélien prend le risque de sacrifier ces otages, ou en tout cas qu'il renonce clairement à faire de leur libération sa priorité? Ça, c'est clair. Au départ, ce n'était pas une priorité, mais sous la pression justement des familles et du public israélien, ils ont été obligés d'en tenir compte. Mais là, puisque Netanyahou est dans sa guerre de vengeance et sa punition collective, et il se dit peut-être que s'il montre beaucoup de dureté et il se montre impitoyable, intraitable, ça va peut-être prolonger sa propre longévité, je ne sais pas, mais on a du mal à imaginer que lui-même, il ne voit pas qu'il est dans une impasse. Parce que il crée à la fois, comme on l'a dit partout, Hamas peut changer de nom, mais il crée, c'est un endroit où il y aura encore beaucoup de vengeance et de jeunes qui vont grandir en voulant justement venger les parents qui ont été tués, etc. Au moment où nous parlons, il y a plein de cadavres d'enfants, de victimes d'Israël sous les décombres, qui pourrissent sous les décombres et qui ne peuvent pas y accéder. Enfin. Et donc, le fait de dire on a prévenu les gens, on les a prévenus, ça ne va pas les disculper de la responsabilité d'avoir massacré des civils. Et donc, là encore, je pensais à une citation de Golda Meir qui disait nous pourrons vous
nous pourrons vous pardonner, voilà, d'avoir tué nos enfants, mais nous ne pourrons pas vous pardonner de nous avoir mis en situation de tuer les vôtres. Donc c'est ce problème-là qu'on a aujourd'hui. Les dirigeants d'Israël auront à répondre aussi de ce qu'ils font. Et surtout, ça n'amène pas la sécurité d'Israël, puisque, en fait, je crois que c'est ça aussi qui préoccupe tout le monde. On s'est dit, est-ce que, même si c'est dur, est-ce qu'à la fin, on va obtenir une plus grande sécurité pour Israël? La réponse est évidemment non. Donc, pourquoi on s'obstine dans cette impasse? Gauthier Rybinski. Oui, plusieurs choses. D'abord, vous avez raison de citer Golda Meir. Finalement, elle manque pas mal, hein, aussi bien côté israélien. On peut se poser la question, pourquoi n'y a-t-il pas de Golda Meir côté palestinien? Parce que les Palestiniens sont opprimés, mais aussi, c'est comme ça aussi qu'on dépasse parfois des conflits et des clivages. Sur le fond de la sécurité, moi je ne crois pas que le but de Netanyahou soit la sécurité d'Israël. Netanyahou se sert de la sécurité d'Israël comme d'une rente personnelle. Et en cela, il est soutenu par non seulement des partis politiques, mais par une fraction aussi de l'opinion israélienne. Ça ne veut pas dire pour autant, et c'est là que les choses vont se jouer, qu'il soit ad vitam aeternam approuvé comme lui l'avait imaginé. En disant, si je m'occupe de la sécurité, et que d'ailleurs ça se traduise, et ça s'accompagne par une dépolitisation des Israéliens, qui seraient amenés, au fond, à vivre une vie un peu plus normale, et donc à être moins mobilisés sur le plan idéologique, politique, permanent. C'était ça le pari Netanyahou. Il faut souhaiter humblement, et pour tout le monde, qu'il soit en train de s'écrouler, ce pari-là, parce que c'est à ce prix-là que, justement, on peut entendre des paroles, comme celles que vous avez citées, qu'elles soient de Golda Meir ou de Palestiniens, et il y en a, bien sûr. Mais c'est à ce prix-là qu'on peut entendre ce genre de choses. Je ne crois pas, et il le prouve désespérément même, que ce personnage soit à même d'avoir une réflexion telle que celle que vous citiez, parce que tout simplement, c'est d'une banalité affligeante ce que je vais vous dire là, il est plus facile de penser et de réfléchir en termes de guerre que d'imaginer une paix qui est toujours ultra compliqué et qui suppose la pensée des gens. Et qui se construit au jour le jour. Mais oui, on est d'accord. On est absolument d'accord. Mais juste un mot par rapport aux... Quels sont les Golda Meir en face? Je pense que c'est vrai qu'ils apparaissent pas, mais il faut dire aussi que le régime Netanyahou a tout fait pour... les mettre sous les teignoirs. Il y a des gens qui sont en prison, on ne sait pas ce qu'ils auraient pu être. On en cite souvent. Exactement, on en cite. Bon. Et donc, si les conditions étaient remplies, peut-être que si on ouvre vraiment des négociations et on ouvre le jeu, peut-être que des gens vont émerger. On ne peut pas imaginer que dans toute cette population, il n'y a pas de personnalité qui puisse négocier la paix et être des interlocuteurs crédibles. Sommes-nous face à une importation de la guerre entre Israël et le Hamas ici en France? C'est clairement en tout cas ce que laisse entendre l'homme interpellé pour l'attaque au couteau qui a fait 1 mort et 2 blessés samedi à Paris. Interrogé en garde à vue, il assure avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde, évoquant entre autres le conflit au Proche-Orient. Le ministre de l'Intérieur de son côté pointe un ratage dans le suivi psychiatrique du suspect. On fait le point avec Thomas Cunier, Elena Bonas et Gwen Alanik. Devant les enquêteurs, Armand Rajapour Mian Doab ne fait aucun mystère sur son passage à l'acte. Il assume et revendique son geste en réaction à la persécution des musulmans dans le monde, dit-il. Des propos qu'il a également tenus dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux quelques minutes avant son passage à l'acte samedi. C'est à ce moment-là qu'il prête allégeance au groupe État islamique. L'homme de 26 ans, fiché S, se montre froid, clinique, voire désincarné selon les policiers. Un profil bien loin de celui que connaissaient ses voisins. Les parents de l'assaillant habitaient ici, dans cette résidence à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Le voisinage que nous avons rencontré nous décrit une famille jusqu'ici sans histoire. Je sais que mon mari l'a déjà croisé dans les espaces en commun, il n'avait rien d'étrange, il était une personne normale. Il n'avait pas l'attitude dans le quartier de quelqu'un qui pouvait agir de la sorte. Le suspect s'était converti à l'islam en 2015, puis a entretenu des liens avec plusieurs terroristes. L'un des auteurs de l'attentat contre le père Jacques Hamel, ou encore le meurtrier des policiers de Magnanville.
En 2020, à peine sorti de prison, il a également discuté pendant plusieurs jours avec le futur assassin de Samuel Paty, Abdullah Onzaroff. Après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, il se présentera de lui-même au commissariat pour expliquer avoir été en contact avec le terroriste. À ce moment-là, il assure avoir, je cite, « la haine contre les islamistes qui appellent à la violence ». Mais les autorités judiciaires doutent de sa bonne foi. À la demande du parquet national antiterroriste, les obligations auxquelles Armand Rajapour Mian Doab devait se soumettre sont renforcées. Ce soir, la garde à vue de ses parents vient d'être levée. L'une de ses proches, elle, est en revanche toujours entendue. Voilà, le suspect souffrait de troubles psychiatriques. Il y a une polémique sur le sens à donner à cette information aujourd'hui ici en France. On le voit sur les réseaux sociaux et même entre politiques. Atténue-t-elle d'une manière ou d'une autre la radicalisation, autrement dit le caractère politique islamiste de son acte? Marie-Roger. Le fait qu'il soit... qu'il ait des problèmes psychiatriques. Oui. Alors, ce qui me frappe quand même beaucoup, c'est que on nous dit qu'il y a 200 ou 300 personnes en prison actuellement pour des faits de terrorisme. Et que, si j'ai bien compris le chiffre, il y a à peu près 44% qui ont des problèmes psychiatriques. C'est quand même beaucoup. Donc, et celui-là ne fait pas exception à cette règle. Bon, donc... On a beaucoup vu que ces genres de profils ont des problématiques subjectives, souvent qu'ils lient à une cause collective. Voilà, là, il a des problèmes d'identité, un mal-être, tout ce qu'on veut. Et c'est assez pratique et très valorisant de s'accoler à... voilà, une cause comme la cause de la Palestine ou l'Afghanistan, parce qu'il a cité pas mal de choses. Mais alors, le problème, c'est quand même la médiatisation dont il bénéficie. Parce que on a vu qu'il est parti à la police, il s'est fait voir là-bas au moment de la mort de l'assassinat de Samuel Paty. Il a dit oui, j'étais en contact avec eux, il va se montrer, il dit je suis... Mais moi, je suis contre les radicaux islamistes, enfin, on ne sait pas trop. Donc, il veut se faire valoir quand même. Et là, actuellement, il s'est mis à table, il dit je suis tout à fait... je soutiens absolument, je reconnais les faits que j'ai commis. Donc, c'est un besoin quand même de reconnaissance et de médiatisation. Et donc, je crois que la plus grande punition pour ce genre d'acteurs, c'est voilà, un manque ou une médiatisation très low profile. Un manque de médiatisation ou bien, pour paraphraser Olivier Roy, une radicalisation de la démence, à défaut d'une radicalisation de la délinquance. Ah oui, je m'y attendais à celle-là, oui. Non, écoutez, le problème de la labellisation, je crois qu'il est aussi pertinent chez Olivier Roy que chez d'autres. Pourquoi? Parce que vous avez là un cas d'une personne qui, à tort ou à raison, se sentant bordurée, ayant des problèmes psychiatriques ou n'en ayant pas, mais bref, ayant un sentiment de malaise, discrimination, prend, j'allais dire la toile de le burnous presque, de la malédiction, de la ségrégation, de la discrimination dont souffrent des musulmans, mais surtout des Arabes en France, et s'estime de ce fait-là, finalement, associé à cette forme de déclassement, de discrimination. Sachant qu'il n'est pas lui-même arabe, puisqu'il est d'origine iranienne. C'est pour ça que je parle de labellisation, c'est-à-dire qu'il y a une identification entre ce que l'on pressent ou que l'on croit être les damnés de la terre, version moderne, et les musulmans. Et c'est là qu'il y a l'erreur totale, parce que d'abord, ça sert effectivement le terrorisme islamiste, c'est-à-dire ceux qui se vautrent dans une victimisation, et puis ça sert aussi les idiots utiles qui vont en concevoir une haine face à Israël dans un premier temps, et aux Juifs. C'est-à-dire que ce n'est pas une importation du conflit que nous vivons là, c'est une transposition à des cas de figure, à des sociétés
interne. J'en veux pour preuve que ce qui est transposé, ça n'est pas le conflit en tant que tel israélo-palestinien dans nos sociétés occidentales. C'est précisément le rapport que nous avons soit à l'arabe, soit aux juifs, soit à l'israélien, soit aux musulmans. Le rapport du fort au faible. Alors du fort au faible, mais de ce qu'on imagine comme étant le fort au faible. Parce que quand je disais que c'est une vulgate marxiste mal digérée, c'est de s'imaginer que le juif est toujours fort et que celui qui n'est pas juif et que le musulman est toujours faible. Je veux dire par là qu'il y a des stéréotypes qui sont entretenus par les uns et par les autres. Et je termine sur un mot. Notre extrême droite française a une responsabilité capitale dans cette affaire-là. Parce qu'elle essaye de faire croire que dans le fait d'être musulman, il y a quelque chose d'irréductible et d'irréductiblement mauvais et néfaste. Et vous voyez comment ça fonctionne. En effet de miroir, on dit « Ah, c'est ça être mauvais ». Eh bien, je vais encaper, je vais embrasser cette cause du musulman dont on ignore tout et dont on veut ignorer tout et la réalité en France. Marie-Roger. Mais absolument, je pense aussi de la même chose en ce qui concerne ce qu'on appelle l'antisémitisme. Souvent, il y a des gens qui ne le sont pas, mais ils posent des actes parce qu'ils disent que ça rentre dans un label, dans quelque chose qui va faire du bruit et qui va les rendre importants, ou je ne sais pas, mais j'ai vu des cas comme ça, parce que ils se disent, si je fais une croix gammée, ou si je fais comme ça, j'aurai une forme de reconnaissance. Mais ça ne veut pas dire qu'ils partagent une idéologie, etc. Oui. C'est souvent des postures... Marie-Roger, malgré tout, chacun est responsable justement de ses actes. Ah, c'est sûr. Ne soyons pas justement les victimes de ses paroles et de ses actes. Non, mais je parle de la labellisation, que des fois les gens... utilisent des labels. On recherche un caractère sulfureux, une forme de diabolisation, et l'antisémitisme en est un à coup sûr. Oui, malheureusement. Des actes racistes d'une certaine façon, etc. Et voilà, qu'est-ce qui fait le plus parler? Eh bien, je vais faire ça parce que, pour différentes raisons. Vous savez, je repense à... On a eu aussi quelques cas en Afrique de gens qui ont monté des équipés un peu terroristes. C'est-à-dire, on veut enlever l'ambassadeur de France, on veut faire ci, parce que... C'est quand même allé jusqu'à des attentats. Oui, voilà. Y compris en Côte d'Ivoire, par exemple, à Grand-Bassam. Voilà, mais c'est... Bon, eux, ils n'étaient pas dérangés, mais ça fait partie de ces mouvances de jeunes révolutionnaires, ou je ne sais quoi. Alors, vraiment très rapidement... Ça n'est pas une excuse. Non. On finit, vous savez bien qu'on finit par croire à ce qu'on se persuade au bout d'un moment. Merci beaucoup. On n'exclut rien du tout. C'était le mot de la fin. Merci Marie-Roger, merci Gauthier Ribinski. On va plus loin, c'est terminé. Rendez-vous dans 3 minutes pour un nouveau journal.